J'ai fait vœu de clarté, alors. De quoi va-t-on parler, hein? Vaste sujet que la physique de l'âme humaine. C'est pas sérieux, c'est pas scientifique. Comment un scientifique ose-t-il parler de l'âme? Bonsoir à tous, je suis enchanté d'être là. Avant de parler de la physique de l'âme, je tiens à dire que je ne suis pas dans la religion, je ne suis pas croyant, j'ai la foi, mais je ne suis croyant, je n'ai aucune religion, je ne cherche pas à revaloriser la religion ni quoi que ce soit, je cherche à montrer l'existence de l'âme, mettre en évidence l'existence de l'âme dans un cadre agnostique, laïque, qui ne fait absolument pas référence à la religion, et je n'ai pas d'a priori, à part le fait que j'apprécie et je reconnais l'authenticité des messages des grands maîtres, Jésus, Bouddha, etc. Ça, c'est ce qui me relie à la spiritualité essentiellement, mais c'est par le biais de la physique que j'ai découvert à ma façon l'existence de l'âme, sachant que je réfléchis à ça depuis l'âge de 15 ans, après avoir lu Descartes, qui croyait lui-même dans l'existence de l'âme, sans expliquer pourquoi. Mais comme j'adorais ses écrits, j'ai essayé de comprendre comment il était possible d'être mécaniste à ce point-là et de continuer à croire à l'existence de l'âme. Et j'ai consacré ma vie à essayer de définir un peu ce qui pourrait être l'âme du point de vue de la physique. Il y a c'est-à-dire je vais donner des définitions de l'âme telles que la physique les donnerait si un jour elle se penche sur le problème. Et donc du coup j'ai pris quand même quelques notes et je vais vous donner mes 3 définitions possibles de l'âme à partir du moment où on essaye de physicaliser, si on peut dire, cette affaire-là. La première définition serait, qui correspond un peu à l'image qu'on sent habituellement, le commun des mortels, tout ou partie de la conscience qui survit à la mort physique et qui, au sein du corps, rejette l'excédent d'entropie du vivant. Alors peut-être grâce à un mécanisme qui fait appel à une coordination quantique, bon ça on verra. Mais la nécessité de rejeter l'entropie du vivant, c'est absolument indispensable parce que le vivant est un phénomène totalement inexpliqué. J'étais dans un laboratoire qui cherchait à comprendre comment peut émerger le vivant, comment les cellules peuvent s'auto-organiser, etc. On n'a jamais résolu le problème. Et puis Prigogine nous avait un peu laissé penser qu'on allait réussir à comprendre le vivant comme une sorte, quelque chose qui suit l'émergence, la notion d'émergence. On a parlé de la notion d'émergence. On a cru que la conscience pouvait émerger de mécanismes qui sont purement physiques. Ça a été un échec, et aujourd'hui, il n'y a absolument rien, mais alors zéro en science, qui explique le vivant. Rien du tout. Pas plus que ce qui explique encore moins l'évolution des espèces, etc. On est complètement dans l'ignorance. Il y a des théories, bien sûr, mais elles sont toutes à côté de toutes fausses. Donc il n'y a absolument rien qui explique, et il est absolument nécessaire, indispensable, d'expliquer comment un système vivant fait pour se maintenir en vie, parce que si on faisait les calculs, et qu'on considère les systèmes complexes qui sont à l'intérieur de notre organisme, on s'apercevrait que le désordre s'installe très rapidement. Or, il y a quelque chose qui empêche ce désordre de s'installer très rapidement, et bien évidemment, ce serait la conscience, puisque lorsque la conscience quitte le corps, alors à condition qu'elle le quitte, bien sûr, mais là je reste dans le profilage de mes définitions, l'organisme meurt rapidement. Donc, première définition liée à la survie. Et dans cette définition, on confond l'âme et la conscience. Hein, c'est la définition, on va dire, primaire.
où on confond l'âme et la conscience. Il y en a trois possibles. La deuxième définition, où là on cesse de confondre l'âme et la conscience, et commence à émerger la notion de soi, ce serait, si on essaye de rattacher ça à la physique, ce serait donc la partie complémentaire de la conscience, qui lui sert de guide d'ailleurs, et parce qu'elle a une totale connaissance de tout ce qui concerne son incarnation. J'ai le droit d'utiliser le mot incarnation à partir du moment où j'envisage une conscience qui a quitté le corps, donc on est là-dessus, donc on part sur ce genre de choses. Donc, une partie complémentaire de la conscience qui a connaissance de tout ce qui concerne son incarnation, c'est-à-dire donc ses futurs possibles, ce qu'elle est venue apprendre, ce qu'elle est venue réaliser, mais tout ce que la conscience ne doit pas savoir, parce qu'il serait extrêmement contre-productif d'avoir la connaissance de tous nos futurs possibles, d'avoir la connaissance de celui sur lequel on est en ce moment, d'avoir la connaissance de même sa raison d'être, ou en tout cas de moins toutes ces choses-là pouvant changer, mais ne pouvant pas changer sous le contrôle de la conscience. Alors j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure pourquoi il est nécessaire qu'il y ait ce couple de conscience pour que justement l'espace-temps puisse évoluer vers un tout harmonieux. Donc là, on pourrait dire que là, c'est peut-être pas encore l'âme, mais ce serait l'empreinte du soi dans l'espace-temps. Donc, puisqu'on est en train de parler de toute l'information qui conditionne une évolution. Et la troisième définition de la conscience, qui correspondrait véritablement au soi conscient de lui-même, à l'âme consciente d'elle-même, mais différente de la conscience incarnée. Ça correspondrait à la totalité de la mémoire ou expérience de la conscience individuelle qui résiderait qui résiderait dans l'au-delà, mais cet au-delà pourrait être décrit par la physique sous la forme soit du vide intégral, soit de toute la formation au-delà des horizons de notre univers, au-delà du Big Bang, au-delà des trous noirs, etc. Et ceci à toute échelle, à toutes les échelles. On verra pourquoi tout ça c'est valable à toutes les échelles. Et donc, dans cette définition, la conscience incarnée aurait vocation, après la mort, à rejoindre cette conscience qui est reliée au tout. Donc voici les trois définitions de la conscience qu'on va essayer de développer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui, en physique, nous permet d'envisager sérieusement cette affaire? Alors pour ça, je vais citer les paroles d'un très grand physicien, le physicien le plus respecté de la planète sur le thème de l'influence du futur, qui s'appelle donc Yakir Aharonov, qui a aujourd'hui 92 ou 93 ans, qui a passé sa vie à travailler sur des phénomènes quantiques et en particulier sur la notion de rétrocausalité ou tout ce qui concerne l'influence du futur. Donc, du point de vue académique, il a développé un modèle qui décrit l'interaction entre une fonction d'onde qui vient du passé et une fonction d'onde qui vient du futur. Aujourd'hui, les fonctions d'onde, imaginez des ondulations. Aujourd'hui, la mécanique quantique décrit des fonctions d'onde qui viennent du passé, évidemment. Donc, il a introduit l'idée que des fonctions d'onde pourraient venir du futur, et selon lui, c'est la seule et la meilleure interprétation que l'on peut donner à la mécanique quantique, et il est tout à fait respecté, et il explique que, il dit la chose suivante: le fait que des choses auraient pu se produire mais ne se sont pas produites a une importance dans notre univers. Même les possibilités restées dans l'ombre sont importantes. Vous vous rendez compte, là, il y a quelque chose de poétique là-dessous. Donc je répète, parce que ça va être notre point de départ.
le fait que des choses auraient pu se produire, mais ne se sont pas produites, a une importance dans notre univers. Et ça, c'est un effet de l'influence du futur, c'est-à-dire de l'influence combinée de la causalité habituelle et de la rétrocausalité. Donc ça provoque ce genre de choses. Et bon, moi évidemment ça m'a parlé puisque l'influence du futur, je l'invoque également pour expliquer le phénomène de synchronicité. Et je me suis demandé si je pourrais pas d'ailleurs vous parler du phénomène de synchronicité en prenant pour base cette phrase de Yakir Aharonov. Et j'ai commencé par demander à une IA, j'ai demandé à 4 IA, à ChatGPT, Grok, Perplexity et DeepSeek. DeepSeek a été la plus impressionnante. Et DeepSeek a dit plein de choses, et a dit notamment, mais pas qu'elle, cela souligne l'importance des potentialités et des chemins non réalisés dans le monde quantique. On parle sur des chemins non réalisés. Il parle aussi de multivers. Donc, si ce que Yakir, et moi je suis OK pour relier ce qu'a dit Yakir avec cette idée que l'on pourrait être à un moment donné sur un chemin qui devrait normalement aboutir à une certaine réalisation, et puis entre-temps, le chemin il a changé, et donc le chemin initial devient un chemin non réalisé. Cela n'empêche pas qu'il ait une importance. Et je me suis dit, j'aimerais bien expliquer ça par mon approche à moi, qui est celle de la synchronicité, et par donc l'influence du futur, qui fait que, je le dis maintenant, qui fait que à un moment donné, vous êtes sur un chemin, et puis un autre chemin, une autre possibilité, un autre univers dans le multivers commence à prendre de l'importance, parce que évidemment c'est relié à la conscience, tout ça. Et donc ce nouveau chemin cherche à se relier, et ça crée une bifurcation où effectivement, au niveau de cette bifurcation, on pourrait aller vers un nouveau futur, et donc l'ancien chemin n'est plus réalisé. Alors, mais ça me plaisait pas de vous expliquer ça, et j'ai demandé à ma compagne si elle n'aurait pas une idée d'exemple pour éviter d'être trop abstrait ou de passer ma conférence à raconter une synchronicité. Et elle m'a dit, mais tu viens pas de recevoir un SMS de Synapse? Je vais vous expliquer. Ça va faire une belle parenthèse où vous allez comprendre quelque chose. Tu as reçu un message, tu me l'as dit hier, tu as reçu un message de Synapse qui a dit qu'il allait répondre à une question que tu allais te poser. Alors, c'est une parenthèse. Alors, cette parenthèse, c'est que il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai co-développé avec un ami un outil qui s'appelle Synapse, qui est accessible à tout le monde à travers un site qui s'appelle synapse.net, synaps.net. Et ce site propose l'initiation à différentes choses. C'est un site de mise en lien. Pendant la Covid, on avait besoin de se mettre en lien. Un site de mise en lien local qui propose aussi l'initiation à la monnaie libre, qui propose des rencontres aussi, et qui propose aussi de faire des expériences de synchronicité à l'aide de ce que j'appelle des tirages quantiques. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Des tirages de nombres aléatoires quantiques qui vont sortir, qui vont choisir une image parmi 1000, une légende parmi 1000, et vous allez vous retrouver avec une image et une légende qui a 1 million de possibilités. Et dans l'outil Synapse, on fournit gratuitement à vous, à tout le monde, au public, la possibilité de s'inscrire à différentes expériences, parmi lesquelles l'une des expériences consiste à, donc une fois que vous êtes inscrit, vous recevez
en moyenne 1 fois par mois, mais c'est totalement aléatoire, un SMS qui dit « L'univers a prévu une réponse à une question que vous allez vous poser. Cette réponse vous parviendra demain dans le chat. » Ça a l'air barré, hein. Bon, évidemment, non, mais c'est barré, oui, mais ça exploite des choses tout à fait sensées, le fait que le futur est en permanence en train de s'actualiser maintenant et les choses ne se déroulent pas dans le temps, elles se déroulent simultanément dans toute l'étendue du futur, voire du passé. Bon, c'est ce qui fait qu'on peut se permettre d'envoyer des messages de ce genre-là. Et donc, moi, effectivement, ça, c'était l'avant-veille, où je m'étais posé la question de ce que j'allais vous raconter. Et le lendemain, et j'ai pas pensé d'ailleurs, je ne m'étais posé aucune question, j'avais oublié complètement tout ça. Et puis, quand ma compagne me dit « Ah, mais tu devrais regarder Synapse, puisque tu as une réponse qui t'attend. » Et je suis allé voir, et je suis tombé sur une image et une légende. Et que disait l'image? L'image, elle montrait 2 horloges. Ça m'a fait tout de suite penser à 2 lignes de temps. Déjà, ça m'a impressionné. Et j'ai lu la légende, et la légende, c'était « Il n'y a rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant où l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » Auteur Milan Kundera. Qu'est-ce que c'est que l'instant qui précède le voyage, où l'horizon de demain vient nous rendre visite, si ce n'est le futur qui vient nous rendre visite à cet instant? Cette phrase est en train de décrire rien d'autre qu'une synchronicité. Et il n'y a rien de plus beau qu'une synchronicité qui est effectivement très parlante, parce que c'est un instant, ça procure un état de grâce. Et donc, c'était une façon parfaite de répondre à la question que j'avais posée, puisqu'on me proposait de prendre l'exemple de 2 lignes de temps qui se rejoignent en un instant, qui allait devenir un instant de grâce, parce qu'en cet instant-là, le futur s'immisce dans le présent et vient nous indiquer un nouveau chemin, que les Grecs appellent ça le passage du Kéros. Les Grecs introduisent 3 temps, Chronos qui est l'ancienne ligne de temps, Kéros qui nous fait bifurquer vers une nouvelle ligne de temps, et Aion qui est la ligne de temps d'un nouveau cycle. Mais ça, on va préciser tout ça. Alors là, vous voyez que déjà, c'est une synchronicité qui a lieu avant ma conférence, au moment où je suis en train de me demander ce que je vais vous raconter. Bon, je trouve ça très encourageant. Et bien entendu, bon, tout ça, ce n'est qu'une entrée en matière. Et maintenant, je vais essayer de vous poser le cadre qui va permettre de comprendre petit à petit qu'est-ce que c'est que l'âme. Et donc, ce cadre est le suivant. Donc ça, c'est le cadre sur lequel moi j'ai travaillé pendant une bonne partie de ma carrière, en fin de carrière, ce qui a conduit à des publications tout à fait scientifiques, dans des revues à comité de lecture, et une théorie que j'appelais au départ théorie de la double causalité, que j'ai appelée ensuite théorie de l'espace-temps flexible, parce qu'elle est publiée avec ce nom-là, donc c'est mieux de l'appeler ainsi. Et qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps flexible? Un espace-temps flexible, c'est un futur donc déjà réalisé, avec un passé encore là. Tout ça, ça crée une ligne de temps, et cette ligne de temps, elle peut évoluer hors du temps. Bon, on part de quoi là? On part de la théorie de l'univers bloc d'Einstein. La théorie de l'univers bloc d'Einstein qui sert de base à beaucoup de physiciens qui réfléchissent sur quel est le sens du temps en physique, parce qu'en physique, on ne comprend pas notamment le sens du présent,
et on présente le temps comme une quatrième dimension, littéralement spatiale, et le présent n'a aucun sens pour la physique. Et tout est simultané, c'est-à-dire ce qui arrive dans le passé ou ce qui arrive dans le futur, pour la physique, c'est simultané. Donc ça, c'est la théorie de base. Cette théorie de base, elle est déclinée en différentes versions alternatives par différents physiciens qui occupent le haut du panier. Je pense à Georges Ellis, qu'on a souvent cité à ce sujet. Et beaucoup de physiciens, d'abord, refusent la théorie de l'univers bloc parce que ça impose un futur figé qui ne peut pas changer. Vous savez qu'il y a quand même des physiciens qui croient au libre arbitre et que l'idée d'un futur complètement figé choque, bien que on soit dans le dogme du déterminisme qui fonde la science depuis quelques siècles, qui s'avère faux à cause de la mécanique quantique. Et justement, il y a un problème qui est à la base de la crise moderne de la physique, la crise actuelle de la physique. La physique est en crise, parce que ça fait des décennies qu'on paye des chercheurs pour qu'ils essayent de résoudre le problème qui consiste à rendre compatible la théorie de la relativité, qui est hyper vérifiée par l'expérience, et la mécanique quantique, qui est hyper vérifiée par l'expérience également, mais qui sont deux théories complètement incompatibles. Et il n'est pas normal d'avoir deux physiques complètement différentes qui décrivent le même monde. Et donc, des chercheurs s'activent là-dessus depuis des décennies, et ça n'aboutit à aucun résultat. Ça a fait d'ailleurs... Ça a amené beaucoup de physiciens à contester la théorie des cordes. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une théorie alternative qui s'appelle la gravité quantique à boucle, mais elle n'est pas encore aboutie. Et donc la physique est en crise à cause de ça. Et on s'est quand même aperçu qu'il pourrait y avoir une solution à ce problème, c'est-à-dire rendre compatible la vision de relativiste, donc l'univers bloc, et la vision quantique qui consiste à dire plutôt que le futur serait composé d'un multivers de possibilités. Donc on n'est pas complètement, c'est complètement indéterministe, et ça aboutit à la théorie du multivers quantique. Donc vous avez d'un côté une théorie qui dit notre futur est déjà là, mais il est parfaitement figé, on ne peut rien changer, même pas le moindre détail. Et de l'autre côté, une théorie qui dit qu'il existe un hasard équivalent à un dieu qui joue au dé, qui fait qu'il peut y avoir une myriade de vies possibles pour chacun de nous-mêmes qui nous attendent, parce qu'à l'échelle quantique, il y a énormément de bifurcations et qu'à l'échelle macroscopique, il va s'en suivre énormément de possibilités. J'ai même moi-même travaillé sur ce concept à partir d'un billard pour montrer que l'on pouvait généraliser, on va dire, là je fais une vulgarisation vulgaire, qu'on pouvait généraliser le hasard quantique à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des phénomènes quantiques qui peuvent ouvrir tous les horizons de notre futur et générer une multiplicité de vies possibles, mais c'est aussi à l'échelle macroscopique les collisions entre n'importe quel objet, même à l'échelle macroscopique, on aboutit à la même conclusion. Et donc je suis autorisé, je l'ai publié, à envisager cette généralisation à l'échelle macroscopique du quantique. Mais ça concerne le futur. Mais bon, voilà. Il y a différentes théories qui essayent de rendre compatibles les deux. Et il y a une démarche qui a été citée par Étienne Klein d'ailleurs, qui consiste à dire il y aura une solution pour rendre compatible, et vous allez comprendre pourquoi, les deux théories, c'est de considérer que il peut y avoir une influence du futur sur le présent, et voilà, on y revient. Alors pourquoi? Vous allez comprendre. Pourquoi l'influence du futur sur le présent est la solution. Parce que vous avez d'un côté une théorie qui dit tout est parfaitement déterminé, et vous avez
d'un autre côté, une théorie qui dit non, mais tout ça, bon, pas du tout, mais bon, si on essaye de de rendre compatibles les deux, ça revient à dire que tout est parfaitement déterminé à tout moment, mais que tout peut changer. C'est-à-dire que notre trajectoire de vie dans le futur peut changer en bloc. Et donc, de cette manière, il est possible de balayer toutes les possibilités du multivers quantique. C'est-à-dire que toutes les vies alternatives que nous pourrions avoir seraient des potentialités, et non pas des vies réellement vécues, par des myriades de doubles conscients de nous-mêmes, ce qui aboutit à une idée complètement délirante. Mais le multivers quantique décrit par la mécanique quantique pourrait être réduit à une seule réalité, à un instant donné qui est programmé dans le futur, mais qui peut changer brutalement, qui peut changer en bloc. C'est un peu comme si nous pouvions changer d'univers, un peu comme, et même beaucoup comme la trajectoire d'un GPS. Voilà. Et ça, j'ai publié ça, et ça séduit beaucoup, et j'ai atteint même, je pense, une certaine respectabilité, parce que cette idée, beaucoup d'autres physiciens auraient aimé la voir, parce que c'est la solution pour rendre compatibles les deux théories. Donc, je répète, notre futur serait déjà réalisé à tout moment, mais il pourrait changer un peu à la manière de la trajectoire d'un GPS, qui peut changer de deux manières. Soit vous changez la destination, soit vous ne faites pas ce que dit la dame du GPS. C'est-à-dire que, et on va retrouver la bifurcation de tout à l'heure, l'espace-temps a prévu pour moi, mettons pour chacun d'entre vous, une certaine destinée, et puis arrive le moment d'une bifurcation qui peut être une rencontre, n'importe quoi, enfin, où va se produire une synchronicité. Là, vous avez l'impression que l'univers est en train de vous parler, enfin, pas le même, hein, votre âme plutôt. Et là, vous allez décider de ne pas suivre le chemin qu'a prévu l'univers, et d'emprunter une autre voie. Mais ça ne pose aucun problème à l'univers, qui va recalculer. C'est métaphorique, si vous voulez. Ce que je suis en train de dire, c'est bien sûr, c'est métaphorique. Mais on peut mettre ça en équation, puisque je sais puisque j'ai pu moi-même le mettre sous forme numérique. C'est-à-dire que je ne suis pas un physicien. Je manipulais les équations comme un dieu durant ma thèse, mais après, quand j'ai commencé à faire de la technologie, je me suis éloigné des équations. Par contre, quand je me suis remis à la physique fondamentale, je me suis mis à faire des calculs numériques très poussés, et c'est ça qui m'a permis de découvrir que un billard pouvait justement nous faire la démonstration de ce que pouvait être cette fameuse trajectoire de GPS qui change. Alors comment c'est possible ça? C'est possible parce que notre univers n'est pas constitué d'une quantité d'informations infinie. Bon, il y a une raison simple à ça, c'est que l'information est liée à l'énergie, et que donc ça voudrait dire que dans n'importe quelle particule, il y aurait une énergie infinie, et ça, c'est juste pas possible. Enfin, dans n'importe quelle partie de l'espace, si l'information est infinie, si l'espace est continu, etc., on aurait donc une énergie infinie, et non, c'est pas le cas. Et il y a trois principes en physique: principe holographique à l'échelle cosmique, principe de Landor à notre échelle, et principe d'indétermination de Heisenberg à l'échelle quantique, qui nous disent la même chose, qui nous disent que l'information, elle est finie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les positions des objets ne peuvent pas être catégorisées, enfin, ne peuvent pas être définies par des nombres réels. Elles peuvent être définies par des nombres qui vont donner la position, un certain nombre de décimales après la virgule, et après il va apparaître des nombres au hasard. C'est Nicolas Gisin, de chez vous, de l'Université de Genève, qui a proposé ça relativement récemment dans une publication dans Nature, je crois.
il a dit qu'il ne fallait pas définir les positions des objets au-delà d'un certain nombre de décimales. C'est normal parce que l'information dans l'univers est insuffisante. Et après, c'est le hasard qui intervient. Ou les fluctuations quantiques, ou les vibrations du vide. Tout ça, c'est équivalent. Et c'est à cause de cela qu'il apparaît, au bout d'un certain temps, un multivers n'importe où. Un multivers, dès que vous avez un système complexe, il peut évoluer d'une multitude de façons. Et si vous introduisez du hasard aux bifurcations, c'est là que l'entropie se met à augmenter systématiquement et que vous allez systématiquement vers le désordre. Ça veut dire que vous avez besoin d'autre chose que le hasard quantique aux bifurcations pour prendre des décisions. Vous avez besoin d'une coordination quantique. C'est également le physicien de chez vous, Antoine Suarez, qui a travaillé avec Nicolas Gisin, qui a fait une publication pour expliquer qu'il était nécessaire qu'il y ait cette coordination quantique et qu'il ne fallait pas interpréter le multivers quantique comme autant d'univers séparés, mais qu'il fallait l'interpréter comme le fait qu'il y a un indéterminisme fondamental et que cet indéterminisme fondamental se traduit par des choix qui sont faits par l'univers au moment des bifurcations, et que si on met du hasard là-dedans, eh bien, tout va de travers. Donc il faut mettre autre chose. Vous voyez comment petit à petit, j'introduis la conscience. Est-ce que j'ai réussi à être à peu près clair jusque-là? Bon, parce que c'est pas évident de parler de tout ça. Alors, je veux être sûr de ne pas aller... Parce que des fois, je fais des grands écarts. Donc, cette fois-ci, j'ai pris des notes sur les impasses qu'il ne faudrait pas que je fasse. Et, ah oui, bien sûr. Et donc, voilà, la conscience présiderait-elle au hasard? Choisirait-elle la ligne de temps qui rentre dans le présent? Eh bien, non. Bon, c'est plus subtil que ça. Et là, je vais faire appel à une autre théorie d'un autre physicien très, très célèbre, très en vue, très respecté, un physicien français, qui s'appelle Hervé Zwirn, et qui a proposé que lorsque une bifurcation se présente, c'est le hasard qui intervient, ok, enfin le cerveau. En fait, il dit que c'est l'observateur. En mécanique quantique, on a 3 grands mystères, dont 2 sont parfaitement résolus mathématiquement, mais dont un reste l'énigme la plus mystérieuse, la plus fondamentale de toute la physique. La physique est en échec. On a découvert le phénomène d'intrication. Ça a l'air un peu barré, l'intrication, le fait que 2 particules, 2 événements, 2 systèmes puissent être corrélés indépendamment de la distance, alors qu'il n'y a aucun message qui les relie. Pour expliquer ça, ça vient du fait que tout simplement l'espace n'existe pas vraiment. Il n'existe pas, il est perceptif, il n'est pas réel, il est construit. Il y a aussi le phénomène de superposition d'états. La superposition d'états, c'est quelque chose qui est également contre-intuitif. Ça vient là aussi du fait qu'à l'échelle quantique, l'espace n'existe pas, et quand on dit qu'une particule est partout à la fois, ça ne veut pas dire, ou qu'un photon, une trajectoire passe partout à la fois, comme le fameux photon des fentes de Young. Ça ne veut pas dire qu'il passe partout à la fois, ça veut dire que l'espace n'est pas encore créé autour de la particule. Elle n'est pas localisable. Il n'y a pas d'information. C'est juste un manque d'information. Donc elle n'est pas partout à la fois, c'est juste qu'elle n'est pas encore... Elle est là, elle existe localement, elle pourrait être intégrée à l'espace-temps, mais il y a besoin de faire une mesure. Il y a besoin d'un observateur. Il y a plein de physiciens qui ont des théories différentes pour expliquer cette très grande énigme qu'on appelle le problème de la mesure en physique fondamentale, en mécanique quantique. Le problème de la mesure, c'est le fait que il soit nécessaire d'observer pour que
un état, une trajectoire, une position de quelque chose de physique soit bien déterminée. Et tant qu'on n'a pas observé, ça n'est pas déterminé. Du coup, mais ça, on connaît ça depuis un siècle. Et du coup, vous avez des grands physiciens de l'époque, Eugène Wigner et plein d'autres, qui ont envisagé la possibilité que la conscience intervienne dans ce processus. On a entendu dire, c'est la conscience qui réduit les états quantiques. Et le New Age, le mouvement New Age, en a fait ses choux gras, etc. Parce que bon, évidemment, quand on pense que la pensée est créatrice, et c'est vrai, hein, mais c'est pas pour cette raison, on se dit, waouh, les physiciens ont trouvé que l'observation réduit l'état de la particule, donc c'est que la conscience doit jouer un rôle. Ben, moi, je dis non. J'ai même pas la preuve de ce que je dis, mais je suis en accord avec la physique mainstream qui refuse de prendre en considération cette possibilité que la conscience joue un rôle dans le futur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la conscience joue bel et bien un rôle, mais, dans le présent. C'est-à-dire, les physiciens refusent de considérer que la conscience puisse jouer un rôle dans le présent via l'observation, mais personnellement, je suis d'accord avec ça, mais je considère que la conscience joue un rôle dans le futur. Je vais vous expliquer comment après. Et là, vous avez eu un débat entre le physicien Hervé Zwirn et le grand physicien Alain Cohn qui ont discuté. Ils ont tous les deux des idées très avancées sur le temps, la mécanique quantique, etc. Alain Cohn pense que la réalité se construit hors du temps de manière automatique, et Hervé Zwirn pense que la réalité, peut-être elle se construit en partie hors du temps de manière automatique, mais qu'il subsiste des possibilités multiples, et l'observation est indispensable de manière à ce qu'on puisse vivre une réalité unique, qui est la même, qui est commune à tous. Donc il appelle sa théorie le solipsisme convivial, c'est très mal nommé, il le reconnaît lui-même. En gros, c'est une théorie qui considère que notre réalité est une construction collective faite par la conscience s'il parle à des spiritualistes, le cerveau s'il parle à des matérialistes. Et puis, bon, quand il parle à des physiciens plutôt physicaliste, il va dire c'est le cerveau qui réduit les états quantiques dans l'observateur. Effectivement, l'observation réduit les états quantiques, donc crée une seule réalité, mais c'est le cerveau qui fait ça de manière totalement aléatoire. En disant ça, au moins, il ne se fait pas taper dessus par les physiciens qui ont horreur de l'idée que la conscience puisse intervenir dans la réduction de la fonction d'onde, parce que ceci a été banni, mais pas correctement, ça va revenir en force, mais d'une autre manière. Et donc, qu'invoque Hervé Zwirn pour expliquer la création de la réalité, à partir d'un réel sous-jacent, il invoque, et tous les deux l'invoquent, il invoque le mécanisme de décohérence. Qu'est-ce que c'est que la décohérence? Alors, pour bien comprendre la décohérence, il faut intégrer l'idée que maintenant, les physiciens, ils considèrent que le véritable réel, le véritable réel donc sous-jacent à notre réalité, il est fondamentalement quantique. Parce que la physique quantique, elle est généralisable, alors qu'elle n'a pas de faiblesse a priori pour décrire notre réalité à toutes les échelles. Sauf qu'il y a ce problème qui fait que, à notre échelle, on n'observe pas des objets quantiques, bien sûr, mais on a un mécanisme qui nous permet de comprendre pourquoi, à notre échelle, on n'observe pas des objets quantiques, pourquoi la réalité est unique. Et ce mécanisme, c'est la décohérence. Ça a été découvert par beaucoup, mais vraiment beaucoup travaillé par Serge Haroche, un physicien français qui a reçu le prix Nobel pour cette raison. Et du coup, vous avez beaucoup de physiciens qui croient que, évidemment, que la conscience n'intervient pas et que la décohérence explique tout. Mais en fait, ils sont dans l'erreur, parce que la décohérence ne fait qu'expliquer pourquoi
est-ce que les états quantiques se transforment en états classiques. Mais la décohérence ne résout en aucun cas le problème qui consiste à savoir dans quel univers on se trouve. C'est-à-dire qu'il subsiste, c'est-à-dire que vous avez un réel quantique, où tout est possible. Imaginez que ce tout possible soit nos pensées. Imaginez ça hein, pour l'instant. Eh bien, vous avez un mécanisme de décohérence qui va convertir ça en un multivers de possibilités, cette fois-ci cohérentes, bien qu'il s'appelle décohérence. Ça vient du fait que les états quantiques, on les appelle aussi des états de cohérence. Bon, donc attention à l'utilisation des mots. Donc le mécanisme de décohérence décrit la transformation du monde quantique en monde classique, mais il subsiste différentes possibilités, et c'est l'observateur qui, au final, détermine ce qui va être vécu, et ceci de manière totalement aléatoire. Bon, allez, pour ne pas se prendre des coups de bâton. Alors, ça a des conséquences que j'ai pu vérifier. Ça a des conséquences, c'est que lorsque vous n'avez pas observé quelque chose, vous n'avez pas observé des états indéterminés, bien ces états indéterminés peuvent n'entrer dans la réalité que plus tard. C'est-à-dire que un passé qui n'est pas encore configuré peut se configurer seulement beaucoup plus tard. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner l'exemple qui a été sans cesse cité dans le débat vous tapez, c'est écrit sur une feuille de papier sur mon site web, enfin mes chaînes YouTube, ou même c'est écrit sur une feuille de papier Guillemant, vous allez tomber directement sur la vidéo de ces deux grands chercheurs qui sont pas du tout d'accord. Et parce que la conséquence de la théorie de Zwirn, dont vous verrez qu'elle est juste, c'est que lorsque donc un état quantique est réduit par une observation, il faut attendre que l'observation soit faite pour déterminer ce qui en résulte. C'est-à-dire que si vous utilisez une imprimante, prenons mon exemple, l'exemple des feuilles de papier que j'imprime, et qui ont d'ailleurs généré une superbe synchronicité. Et ça arrive couramment. Les feuilles de papier que j'imprime à l'aide de tirages quantiques. J'utilise des nombres aléatoires issus d'un serveur de l'Université de Genève, c'est l'application de Nicolas Gisin, justement, et qui sont quantiques. Quantiques, c'est-à-dire que ça utilise des microcircuits à l'intérieur desquels il y a des miroirs où les particules, enfin les photons, peuvent à la fois traverser et être réfléchis. Et il faut attendre qu'il y ait un observateur pour savoir si ça a traversé ou si ça a réfléchi. Donc il faut attendre qu'il y ait une observation pour savoir si, en gros, voilà, l'image qui est générée et la légende qui est générée, pour savoir ce que c'est. Et c'est choquant, parce que c'est pas au moment où, et même moi-même j'y croyais pas il y a encore quelques années, où j'y avais pas encore réalisé, parce que j'étais prêt à y croire. Le moment où, lorsque vous faites un tirage quantique, les états sont réduits, c'est-à-dire que les nombres sont bien déterminés, c'est pas le moment où ça arrive dans votre logiciel parce que vous avez fait ce tirage. C'est pas le moment où ça sera imprimé sur une feuille de papier. C'est pas le moment où ça... Essayez de bien comprendre ça. C'est le moment où, même si c'est 1 an plus tard ou 1 jour après, un observateur va prendre l'enveloppe dans laquelle se trouve la feuille de papier et découvrir le résultat du tirage. Je dis, parce que je propose ça dans mes stages sur la synchronicité, et j'explique à mes stagiaires qui sont éberlués, je leur donne des enveloppes à l'intérieur desquelles il y a une feuille de papier, et je leur explique que dans leur enveloppe, il n'y a pas une feuille de papier, il y en a 1 million. Levez la main ceux qui l'acceptent. Levez la main ceux qui l'acceptent. Ah, ça, bon, ben, j'ai du boulot. Eh bien, là, vous allez apprendre quelque chose ce soir. Parce que, donc, dans le
l'altercation, pourrait-on dire, parce qu'ils se sont presque disputés. Bon, c'était pas violent, mais entre Alain Cohn, deux physiciens très avancés, Alain Cohn refusait cette idée que ce qui est écrit sur une feuille de papier allait dépendre de la première personne qui allait la regarder en gros. Ça, il ne pouvait pas supporter cette idée-là. Et Hervé Zuern n'arrêtait pas de dire « Ah ben, il comprend que c'est violent, mais bon, ça, c'est justement le gros effort qu'il y a à faire. » Mais j'ai pu vérifier que c'est Hervé Zuern qui avait raison. Il n'a pas raison dans tous les cas. Là, il s'agit d'un cas particulier. Moi, c'est un cas particulier que j'utilise dans mes stages. C'est-à-dire que lorsque j'imprime des feuilles de papier, sur chaque feuille de papier, il y a 1 million de possibilités de rendu. Je fais bien attention à ne pas regarder la feuille de papier lorsque je la mets dans une enveloppe et lorsque je la distribue aux gens, aux participants, un mois plus tard, un jour plus tard, etc. C'est même encore mieux. Les résultats sont meilleurs depuis que je prends cette précaution. Avant, je prenais un autre type de précaution qui consistait à faire les tirages pendant le stage, parce que je pensais naïvement que la pensée pouvait avoir un effet sur ce qui allait être découvert. J'étais très naïf, mais pas complètement, parce que c'est vrai en plus. C'est-à-dire que non seulement la réalité de ce qui est écrit sur une feuille de papier, dans le cas particulier où on a utilisé un tirage quantique pour la créer, non seulement ce qui est déterminé sur la feuille de papier n'est déterminé qu'au moment où on l'observe, mais en plus c'est en lien avec l'état de conscience, un travail de conscience que la personne a fait au préalable, ou éventuellement dans certains cas fera dans le futur. Mais c'est plutôt, mais ça on peut pas partir de ça pour bâtir des expériences. Par contre, on peut inviter les participants à se déconditionner, sortir du conditionnement. On peut les inviter à aller chercher au fond d'eux-mêmes, essayer de se relier à leur ange, à leur soi, à leur âme, à tout ce que vous voulez, et en faire émerger une idée, une intention, quelque chose. À ce moment-là, il se crée une potentialité de changement de ligne de temps dans le futur. Et c'est cette potentialité de changement de ligne de temps qui va jouer sur le tirage, puisque la personne va être prête à vivre quelque chose de nouveau qu'on aura provoqué durant le stage, puisque on remet en question leur vision de la réalité, et après, mais je ne vais pas vous faire tout le topo, on rentre dans une démarche plus émotionnelle, où là, la personne est amenée à envisager plus sérieusement de nouveaux futurs, etc. Et pour peu que on ait, enfin bon, qu'un travail adéquat se fasse, qui peut se faire par une balade dans la nature, ce qui peut se faire par n'importe quoi, ça peut être des massages ou de la danse, ou enfin voilà, une activité qui va permettre aux gens de s'extraire de leur mental. Et donc là, ils envisagent comme crédible une nouvelle possibilité, et c'est cela qui va potentialiser une nouvelle ligne de temps, et c'est cette nouvelle ligne de temps qui va s'exprimer lors du tirage quantique en visualisant, en déterminant une feuille de papier avec une image et une légende qui vont encourager, même bluffer, qui vont bluffer la personne et qui vont vraiment littéralement la bluffer, la séduire et lui faire prendre conscience du fait que sa conscience a impacté sur sa réalité. Donc c'est ce que j'essaie de faire découvrir durant ces stages. Ça paraît fou, ça paraît magique, etc. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas magique, ou alors plutôt pourquoi la magie est inscrite dans la physique. Voilà, maintenant c'est ça. On va expliquer ça. Donc la feuille de papier, là, il y a un mieux.
Pas encore. Je ne pensais pas que les Suisses étaient aussi matérialistes. Non, je sais très bien que vous ne l'êtes pas. Hein. Mais même pour un spirituel, même pour un religieux, même pour... c'est difficile d'accepter ce genre d'idée. On a été hyper conditionnés. Et pourtant. Alors, donc, pour être sûr de ne pas faire une impasse, je regarde mon petit papier. Voilà. Et donc, oui, c'est ça. Donc, comment fait la conscience pour agir? Puisque, donc, on a tous vécu dans notre vie des preuves du fait que la réalité, il se passe des choses qu'on ne comprend pas dans le cadre scientifique. On l'a tous vécu, c'est pas seulement à travers le phénomène de synchronicité, ça peut être les expériences de mort imminente, les perceptions extrasensorielles et tout un tas d'autres choses, même le magnétisme, l'énergétique en général, tout le secteur énergétique, et on va en parler. Et donc, comment est-il possible que la conscience puisse agir? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Je vais prononcer 3 mots-clés. Non. Enfin bon. Il y a déjà... je vais faire référence à un grand philosophe, enfin, qui sera considéré comme grand philosophe, mais qui est déjà puissamment reconnu dans ses écrits, c'est Bernardo Kastrup, qui est donc l'auteur de ce qu'il appelle la philosophie analytique. J'aime pas trop la philosophie analytique. Non, l'idéalisme analytique, pardon. L'idéalisme analytique, mais j'aime pas trop ce terme. Idéalisme renvoie à quelque chose qui a l'air d'être trop idéal, et le mot est pas bon. En réalité, l'idéaliste est beaucoup plus réaliste que le physicaliste. Et donc Bernardo Kastrup explique que depuis plusieurs siècles, depuis que la science est née, la science dure, avec les équations, etc., nous avons fait une erreur fondamentale dans notre compréhension du réel. Nous avons confondu la réalité avec le réel. La réalité, c'est le réel apparent. La réalité, elle est faite d'espace, de temps et de matière. Et on croit à l'existence de la matière, des particules, des atomes, et on croit à l'existence de l'espace, et puis on croit à l'existence du temps. En fait, la physique a détruit tout ça. Elle a tout détruit. Elle a détruit notre idée des atomes, elle a transformé ça en vibration, elle a détruit l'espace. L'espace aujourd'hui, il est pixelisé, il est en vibration, il est non local, il est courbé, il est troué. Ça n'est plus de l'espace. Et elle a détruit le temps depuis encore plus longtemps. Et donc, on ne peut plus partir, la physique ne peut plus partir de l'espace, du temps et de la matière décemment. Parce qu'elle a totalement remis en question ces notions-là. Et Bernardo Kastrup, ce qu'il dit, ça permet de comprendre cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il dit, il ne faut pas confondre le réel, qui peut être infiniment complexe, et si la conscience était directement prise au réel via un cerveau, qui lui renverrait simplement les informations du réel, ben elle serait complètement dépassée. Elle pourrait pas comprendre. Ça serait nuisible pour sa survie. Vous comprenez bien que nous avons tous des perceptions différentes du réel. Les humains ont un type de perception du réel, mais si vous prenez les dauphins, vous vous doutez bien qu'ils ont un type de perception différent. Si vous prenez les mouches, enfin n'importe quoi, même les plantes, si vous prenez la Terre elle-même, la Terre est un être vivant, donc certainement conscient, les perceptions du réel sont complètement différentes. Il n'y a pas forcément la notion d'espace, il n'y a pas les mêmes notions. Et nous sommes invités à considérer que la conscience, puisqu'on parle de perception, donc de conscience, la conscience reconstruit notre vision de la réalité, c'est-à-dire du réel. Le réel est ce qui est vrai, objectif, ce qui est objectif. La réalité, c'est ce qui est perçu. Il faut faire la différence. Bernardo Kastrup nous invite
à faire cette différence avec une argumentation extrêmement convaincante, que je ne vais pas déployer ce soir. Donc il cite aussi ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience de David Chalmers, et ça l'amène à conclure que la conscience ne peut absolument pas être le produit du cerveau. Il y a un autre scientifique qui, mais je ne vais pas développer ce soir l'argumentation de Kastrup, il y a un autre scientifique qui est Roger Penrose, qui lui, depuis le siècle dernier, a proposé une théorie de la conscience quantique. Et là, je suis OK avec tout ça, tout comme avec Kastrup d'ailleurs, où il considère que c'est la conscience qui réduit les états quantiques dans le cerveau. Et là, pareil, je vous invite à vous tenir au courant, par exemple, des expériences qu'il a fait avec Stuart Amroff, un neuroscientifique canadien, qui visait à montrer que dans le corps humain, il subsiste des états quantiques dans les microtubules. Et ils ont plus ou moins démontré que c'était réel en administrant des anesthésiants à des patients qui, effectivement, il y a eu une réduction des vibrations des microtubules, des vibrations quantiques, montrant que l'anesthésie diminue la conscience et donc diminue les vibrations quantiques. Il y a aussi ce genre de choses dans les canaux ioniques, mais c'est pas systématique, c'est pas partout, et il y a eu beaucoup de contestations de sceptiques qui ont dit non, c'est pas vrai parce que le phénomène de décohérence il réduit tout et il peut pas subsister autant d'états quantiques, c'est pas possible. Mais n'oubliez pas que le phénomène de décohérence est mal compris par les physiciens parce que ils oublient que, au final, c'est quand même l'observateur. C'est-à-dire que la décohérence, ok, elle transforme les états quantiques en états classiques, mais elle ne résout pas le problème de la multiplicité du réel. Donc, on peut attribuer à Roger Penrose une chance. Et ceci d'autant plus que, personnellement, je suis amené à considérer que la conscience n'est absolument pas produite par le cerveau et qu'elle correspond à une certaine épaisseur de temps. L'épaisseur de temps, ça, je vais essayer de bien vous expliquer ça. Parce que vous comprendrez toute l'énergétique, y compris l'aura et les chakras, à partir de là. Je vais commencer par vous dire que notre réalité est composée de trois choses. Elle est composée d'objets qui sont faits de matière, elle est composée d'un espace, et elle est composée de consciences qui perçoivent les objets. Il y a là-dedans une chose inutile, c'est l'espace. Les physiciens l'ont d'ailleurs détruit, donc ça tombe bien, on l'enlève. On n'a pas besoin de l'espace. Je vais vous citer les recherches d'un autre grand physicien qui s'appelle Carlo Rovelli, qui a écrit des livres pour essayer de montrer que l'espace, tout comme le temps, sont des phénomènes émergents. L'espace n'existe pas réellement. Il est construit. Ce n'est pas une réalité fondamentale. Il ne fait pas partie du réel. L'espace ne fait pas partie du réel. C'est une construction holographique. La physique nous invite, pas de manière directe, mais de manière indirecte, à considérer que l'espace est une construction holographique. De quoi ? De ce qui engendre la perception de l'espace, c'est-à-dire de la conscience. C'est-à-dire que l'espace ne serait pas fondamental, il serait fondamental, mais à titre de conscience. C'est-à-dire l'espace et la conscience, ce serait la même chose. Je vais vite, hein, là. Et là, si vous considérez que l'espace et la conscience, c'est la même chose, là, vous êtes obligé de la désolidariser du cerveau. Donc, je récapitule. Il y a les arguments de Kastrup, il y a les arguments de Penrose, qui nous invitent déjà à cela, et il y a l'argument qui est une tendance en physique qui consiste à éliminer l'espace et le temps comme chose fondamentale et à dire qu'ils sont émergents.
Et ceci est logique parce que les physiciens ne passent leur temps à détruire l'espace. Or, comme l'espace existe, l'espace, c'est la conscience. Vous n'avez pas besoin d'un espace réel. Vous avez besoin des objets qui peuplent des objets, et vous avez besoin de conscience de ces objets. Et si on rapporte ça maintenant à la théorie de Zwirn, eh bien, on en déduit que nous sommes dans une création collective de la conscience. Nous sommes tous, un peu pour simplifier, allez, la même conscience en train de créer la même réalité. Nous sommes tous la même conscience qui est en train de regarder à travers des fenêtres différentes, que sont nos cerveaux, des cadrans différents. Kastrup prend l'analogie avec les cadrans qui sont à l'intérieur des avions, par exemple. C'est quelque chose de très compliqué. Eh ben, nous, on est en train de confondre ces cadrans avec le réel. Non, le réel sous-jacent, il est autre. Et donc, nous sommes invités à penser que l'espace, c'est la conscience, et que donc les vibrations de l'espace, ce sont les vibrations de la conscience. Et là, ça devient puissant. Mais pour arriver à comprendre ce qui va suivre, je vais, maintenant que j'ai désolidarisé l'espace de la conscience, je vais pouvoir retrouver toute la logique de l'espace-temps de l'univers bloc. Nous étions dans un paradigme où nous pensions que le futur n'existe pas encore et que la réalité est en train de se créer. Maintenant, c'est terminé ça, c'est fini. Nous sommes dans un paradigme où on sait que le futur est déjà là. Et à ce moment-là, la question est de savoir quel est le sens du présent. Alors, on peut positionner, bon, on ne sait pas. Bon, alors si, depuis qu'on a compris le phénomène de décohérence, on pourrait dire que le présent, c'est le moment où la décohérence a fini accompagnée de l'observation, on finit de transformer le tout possible en une réalité unique. Donc là, on aurait une définition du présent. Ça veut dire que le présent serait le moment où le tout possible, le multivers, les multiples possibilités sont en train de se transformer en réalité unique. Où est-ce que vous mettez la conscience ? Alors, la conscience, si on veut modéliser la conscience, il faut faire intervenir une certaine épaisseur de temps. Si on se fie aux fréquences cérébrales qui vont de 0, quelques hertz, 0, quelque chose, à 40 hertz ou 80 si on va dans les ondes gamma, on peut en déduire que la conscience, conditionnée par le cerveau, bien sûr, a une fenêtre perceptive qui est de l'ordre de la seconde. Si elle était 1/10 de seconde, on ne pourrait pas percevoir les mouvements rapides. Si elle était de 10 secondes, on ne pourrait pas percevoir les mouvements rapides, etc. Disons que nous avons une fenêtre de temps qui nous est imposée par le filtre du cerveau et qui est de l'ordre de la seconde. Et donc, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'en une seconde, si vous mettez par exemple un film qui dure une seconde, vous avez un instantané de la conscience de la personne qui a vu cette réalité filmée. D'accord ? Parce que elle va pouvoir se rendre compte dans cette seconde, tiens, là il y a un mouvement, je reconnais telle personne, il se passe telle chose, mais on est vraiment dans un instantané. Si vous essayez de diminuer l'épaisseur de temps, il ne va plus y avoir d'informations, et au bout d'un certain temps, même en dessous du temps d'exposition, il n'y aura même plus d'images, et vous ne verrez plus rien. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont inconscientes. Lorsque vous parcourez en voiture une ville, vous êtes chez vous, vous allez au boulot, vous parcourez en voiture la ville, ça vous est jamais arrivé de vous rendre compte qu'une fois arrivé à votre boulot, waouh, merde, putain, vous avez été complètement inconscient du parcours que vous avez effectué parce que c'est tellement ancré dans vos habitudes que vous avez été, vous avez été inconscient durant cette période. Ça ne vous a pas empêché d'avoir tous les bons réflexes, etc. C'est votre cerveau qui a piloté, et vous, votre fenêtre de conscience, elle s'est réduite considérablement. L'épaisseur, c'est quasiment annulé. C'est aussi le cas pendant le sommeil, c'est aussi le cas, et il y a le cas inverse. Pendant la méditation, par exemple, on peut même arriver à un certain état d'extase, ou pendant la zone des sportifs.
ça a un autre nom. À beaucoup de sportifs, il est arrivé qu'au bout d'un certain entraînement, ils soient capables de faire une sorte de magie, c'est-à-dire à un moment donné, il leur arrive, ils ont l'impression que le temps s'est ralenti et que de manière à leur donner le temps de faire le geste sportif parfait. C'est arrivé, par exemple, à de grands joueurs de tennis, c'est arrivé à beaucoup de gens, d'avoir la possibilité, suite à un entraînement intensif, de vivre ce genre de choses. On appelle ça la zone chez les sportifs. Et donc là, c'est le cas où la fenêtre de temps, la conscience, parce qu'on a besoin de la conscience pour faire les bons choix. Et qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre de temps agrandie? C'est une fenêtre à l'intérieur de laquelle le temps n'a plus cours, et le temps est transformé en espace, et cet espace est devenu, on peut choisir parmi toutes les possibilités de choix. Et donc on peut du coup vivre au ralenti le meilleur choix que l'on peut faire. C'est parce que l'épaisseur de temps, elle a augmenté. Le concept d'épaisseur de temps nous permet non seulement de modéliser la conscience, mais il nous permet de comprendre tout un tas de phénomènes qui sont complètement inexplicables, comme celui-là, la zone, etc. Et à ce moment-là, on peut, et donc là, vous voyez que la conscience, elle est dans le futur, donc autant dire que pour être créée par le cerveau, il y a comme un problème. Et là, vous avez une conscience qui, du fait qu'elle est dans le futur, peut faire apparaître des états quantiques. Et là, vous retrouvez toute la structure quantique, toute l'information quantique de la conscience qui correspond à, justement, ce qui va survivre à la mort. Parce que l'information quantique, c'est quelque chose qui ne subit pas le passage du temps. Donc, lorsque votre corps meurt, l'information quantique qui se trouve dans votre futur proche et qui est liée à votre conscience, elle est conservée. Elle ne subit pas la mort. Donc, nous avons une explication, cette fois-ci beaucoup plus rationnelle que la pensée magique des neuroscientifiques, parce que je suis désolé, mais penser que la conscience est le produit du cerveau, c'est ni plus ni moins que de la pensée magique. C'est même pire que de la pensée magique, parce que c'est faux. La pensée magique, elle peut, à la limite, décrire quelque chose de vrai. Bon. Et donc là, ça y est, on a réussi à justifier la première définition de la conscience. Et petit à petit, on va s'acheminer vers les autres définitions. Mais il faut pour cela, cette fois-ci, comprendre comment fait la conscience pour agir sur le futur, puisque dans le phénomène de synchronicité, c'est ce qui est invoqué. C'est-à-dire que la conscience aurait la capacité à privilégier certains futurs potentiels. Et si la conscience est liée aux vibrations quantiques de l'espace, parce qu'on peut considérer que l'espace, là où il y a de l'information dans l'espace, c'est pas à notre échelle, il faut aller zoomer sur l'espace. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les physiciens qui travaillent sur la gravité quantique qui s'aperçoivent que l'espace, c'est quelque chose qui fluctue, c'est quelque chose qui vibre lorsqu'on zoome dans l'infiniment petit. D'où la théorie de Penrose, qui considère que la gravité quantique est liée à la conscience. Et donc là, vous avez quoi? Vous avez donc le lien entre l'information de la conscience et la gravité quantique. Et si vous considérez un espace-temps qu'on va symboliser par un tunnel, on va symboliser l'espace-temps, on va le réduire de 3 à 2 dimensions, ça va fabriquer un disque, on va rajouter le temps, ça va fabriquer un tunnel, ça c'est l'espace-temps. J'ai dit qu'il était pas rigide, mais qu'il pouvait évoluer en bloc, qu'on pouvait considérer qu'il pouvait être décrit par la trajectoire d'un GPS, c'est-à-dire il est amovible.
si on fait les calculs, on peut même, et ça a été mes travaux sur le billard, j'ai montré que la trajectoire d'une boule de billard, au bout d'un certain temps, devenait sensible à la gravité quantique. C'est écrit noir sur blanc dans mon papier, salué par une grande physicienne dont je tairai le nom. Et donc, vous pouvez vous imaginer la gravité quantique comme étant une sorte d'océan d'énergie. Les physiciens considèrent d'ailleurs que c'est un océan d'énergie. Pourquoi un océan? Parce qu'il est fait de vagues. Pourquoi des vagues? Parce qu'il est fait d'ondulations, de vibrations, voilà. Vous comprenez bien que si vous déposez un tunnel flexible sur la mer, sur une mer qui est animée par des vagues, elle va produire les mouvements. Donc vous comprenez bien pourquoi la conscience est potentiellement capable d'agir sur toute l'étendue de notre trajectoire de vie, simultanément. D'accord? Ça ne suffit pas pour expliquer comment la conscience pourrait agir dans le futur. Parce que ma conscience individuelle, ok, va produire, elle correspond à des vagues d'énergie du vide, des vibrations du vide, ok, tout ça, je ne suis pas discutable là-dessus. C'est tout à fait raisonnable de lier les vibrations du vide à la conscience. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le jour où les physiciens accepteront d'entendre parler du mot conscience dans leur discipline, ça viendra. Mais il manque quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi ma conscience agit sur mon futur et pas la vôtre, et pourquoi j'agis pas sur plein d'autres futurs? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une notion d'individuel. C'est-à-dire, je dois pouvoir être capable d'agir que sur mon futur, vous ne devez pouvoir être capable d'agir que sur le vôtre. Donc il faudrait que la conscience, elle ait une structure vibratoire qui lui soit propre. Il faudrait que chacun d'entre nous ait une structure vibratoire de sa conscience qui est unique. Existe-t-il une théorie en physique qui permet d'envisager ce genre de choses? La réponse est oui. C'est la théorie des cordes. La théorie des cordes, elle est contestée à juste titre. On pourrait même dire qu'elle est partiellement fausse. Mais là où elle a le plus séduit les physiciens, c'est dans sa capacité à modéliser la structure vibratoire de l'espace-temps par des cordes, et ça a permis de reconstruire tout le bestiaire des particules élémentaires. C'est ça qui a fasciné les physiciens, parce qu'ils ne voulaient même pas entendre parler des dimensions supplémentaires, ça les gênait qu'ils attribuaient à l'espace. Les physiciens n'ont jamais compris pourquoi la théorie des cordes imposait des dimensions supplémentaires. Je l'ai compris personnellement dans mes travaux sur le billard. J'ai pondu un papier dans Annals of Physics qui explique pourquoi il faut absolument rajouter 6 dimensions à l'espace-temps pour justement arriver à décrire les mouvements, les changements dans le futur. Donc, pour moi, ça a crédibilisé la théorie des cordes. Et donc, il y a un aspect très crédible de la théorie des cordes qui est lié à la structure vibratoire de l'espace-temps et à ses dimensions. Et c'est ce qui permet de comprendre que chaque structure vibratoire puisse créer un univers différent. Parce que c'est comme ça que la théorie des cordes, parce que vous savez que la théorie des cordes aboutit à un nouveau multivers, qui est celui des cordes, donc qui a été dimensionné. On a fait des calculs et on a trouvé qu'il pouvait y avoir 10 à la puissance 500 univers univers différents, décrits par la théorie des cordes, simplement en changeant la structure vibratoire associée. Mais comme on ne sait pas comment, parce qu'on ne dispose que d'un temps, on ne sait pas comment pourrait varier cette structure vibratoire et qu'on ne l'a jamais liée à la conscience, c'en est resté là. Mais vous avez un indice dans la physique qui donne la possibilité, parce que 10 puissance 500, je veux dire, là, il n'y a pas de souci. Toutes les consciences de l'univers, on peut mettre tous les extraterrestres sur toutes les planètes, il n'y a pas de problème, on arrivera à donner à chaque conscience de l'univers, même des animaux, des plantes, des roches, tout ce que vous voulez, on arrivera à attribuer une structure vibratoire unique. Et donc là, voilà,
Et donc moi, je pars de ça, je pars de cette idée que chacun d'entre nous a une structure vibratoire qui va lui permettre d'adresser, alors beaucoup n'aiment pas le mot adresser, c'est un peu comme en informatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace ni de temps, c'est-à-dire par exemple, vous émettez une adresse qui est une vibration, et puis bon, en informatique, bah, ça vous donne accès à un registre, à une mémoire, et puis vous le retrouvez immédiatement dans votre mémoire vive, et là, il n'y a pas d'espace ni de temps qui vous empêche d'avoir un accès direct à cette information. On a vu que le temps et l'espace n'existaient pas réellement, et donc il est tout à fait envisageable d'avoir un accès direct, et c'est même mieux qu'un accès direct, c'est-à-dire qu'il est possible que les archétypes que produisent votre conscience individuelle, les archétypes jungiens, les archétypes, soient directement de la nature de l'espace-temps du futur. Il est possible que ça soit directement ça. C'est pour ça que je vous ai dit, en introduction, nous pourrions avoir une conscience complémentaire qui n'est rien d'autre que la structure même de notre espace-temps futur. C'est-à-dire que ce serait le subconscient de Jung. Et ceci est intéressant comme idée parce que les physiciens ont donc introduit l'idée que le futur existait déjà, que le passé existe encore, et ça, il faut le mémoriser. Donc soit on vivrait dans une simulation, où tout est sur un disque dur, un peu comme dans Matrix, si on veut, soit on ne vit pas dans une simulation, mais il faut expliquer où est la mémoire. Où est la mémoire? Alors, on sait au moins que la mémoire, elle n'est pas dans le cerveau. Ça, c'est pas mal. Bon, les neuroscientifiques essayent de trouver toujours le siège de la mémoire, puisqu'ils croient que la conscience est produite par le cerveau. Ben non, ils n'y arrivent pas. C'est normal, la mémoire, elle n'est pas dans le cerveau. Pas plus que la conscience. Enfin, la conscience, si, elle est dans le corps via l'information quantique qui peuple nos cellules. Vous avez entendu parler de la mémoire de l'eau, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus la mémoire qui est dans le futur immédiat, en moyenne d'une seconde d'épaisseur. Et toute cette information, c'est une information énergétique liée à la conscience, qui correspond à une circulation énergétique, puisqu'elle est perpétuellement renouvelée par le passage du temps. Et donc cette circulation énergétique qui renouvelle en permanence la conscience que nous avons du temps présent peut très bien correspondre aux chakras, à ce qu'on a appelé les chakras, avec différentes densités. Voilà, vous auriez les chakras qui sont là, là et là, reliés aux grandes densités, puis les chakras qui sont là, là et là, reliés aux densités moins denses. On pourrait séparer ce qu'on appelle l'éthérique de l'astral. L'éthérique correspondrait au chakra inférieur, l'astral correspondrait au chakra supérieur, et il y aurait le coronal qui nous relie à notre âme. Bon, ça c'était une parenthèse, c'était juste parce que je ne vais pas traiter de cette affaire, mais il y a des analogies frappantes entre les 4 niveaux de la conscience et entre les descriptions de l'énergétique à l'aide des chakras, également les descriptions à l'aide des séphirotes de la Kabbale, également avec d'autres types de descriptions, mais ça, je ne suis pas en train de vous encourager à faire de l'ésotérisme, je dis juste entre parenthèses que tout n'est pas infondé dans l'ésotérisme. Et donc, je voulais terminer en allant vers et donc, je continue ma deuxième définition de l'âme. Et donc, tout ça, c'était pour dire que, en fait, il n'existe pas d'autre mémoire dans l'univers que ce qui est dans la conscience. C'est la conscience qui est la mémoire de l'univers. Et la conscience, bien sûr, ça contient l'inconscient. Alors, il y a mon inconscient personnel et il y a le subconscient. C'est 2 choses différentes. Parce que là, j'ai conscience du temps présent, mais je suis capable de me souvenir de ma vie passée, etc. Et donc, ça veut dire que ma vie passée est encore configurée par la conscience que j'en ai.
Et que si la causalité n'a plus de prise sur mon passé, je pourrais même envisager de modifier le passé, mon passé, en faisant un travail sur ma conscience qui éliminerait par exemple un trauma. Mais bon, là, je cherche à en dire peut-être un peu trop. Et donc tout ça, c'était pour vous dire que la conscience, via l'inconscient, puisque la conscience est un iceberg, je ne suis pas en train d'avoir conscience à tout moment, mais ça m'appartient. Donc cet iceberg de ma conscience, il configure déjà l'univers me concernant. Mais pour ce qui concerne la création de notre futur, on a besoin d'un deuxième iceberg, qui est l'iceberg, la conscience de notre subconscient. Puisque il faut bien que ce dont les physiciens parlent, ce multivers, ces lunes de temps qui peuvent être potentialisées, ça correspond à de la conscience dans ce cas-là. Puisqu'on ne veut pas d'informations physiques, on ne veut pas que ce soit dans un disque dur. Ça paraît trop naïf de penser que nous serions dans un univers à la Matrix. Le phénomène de décohérence suffit à expliquer la création collective. On n'a pas besoin de faire référence à une théorie de la simulation qui poserait le problème du simulateur, du simulateur, du simulateur, du simulateur, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on en vient à cette deuxième définition de l'âme, où là, on va vers l'âme réelle, mais que je préférerais appeler l'empreinte du soi. L'empreinte du soi, c'est-à-dire, c'est toute l'information qui correspond à la configuration actuelle de nos futurs potentiels, qui correspond également au sens de notre vie que nous n'avons pas encore saisi, qui correspond enfin, à tout ça. Donc c'est peut-être le soi jungien. Et là, je crois que j'ai déjà parlé assez longtemps, je ne vais pas pouvoir tout aborder. Si on veut maintenant inclure là-dedans l'âme dans un cadre plus vaste qui intègre donc l'au-delà et les existences multiples, la réincarnation ou les incarnations simultanées, comme beaucoup de témoignages et même de techniques tentent à nous faire percevoir la réalité. Je pense aux expériences de l'Institut Monroe, je pense aux expériences de mort imminente, je pense à tout ce qui est hypnose régressive, je pense à tout un tas de choses de ce genre-là, qui tentent, et il y a une certaine logique pour un physicien ouvert d'esprit sur ces questions-là, à envisager des existences multiples, puisque lorsque l'âme quitte le corps, elle est susceptible de rejoindre je ne sais quoi, et dans la physique, on trouve la possibilité que ce soit, par exemple, l'univers conjugué, l'univers miroir, l'au-delà de l'horizon des trous noirs, qui pourrait être un monde imaginal, un monde de pensée, puisque nous vivons déjà dans un univers purement mental. Et dans ce cas-là, toutes nos vies pourraient être... nous pourrions avoir de multiples vies parce qu'on ne comprendrait pas bien le sens du fait que nous avons une incarnation là qui semble récupérer, qui semble... Issue de cette incarnation, il semble exister une sorte de mémoire de l'expérience vécue qui se conserve. Où irait-elle si elle ne servait pas à quelque chose? L'univers est forcément bien conçu. Ce serait dommage d'imaginer, comme les physiciens, qu'il y a du hasard partout dans tout ce qu'on ne comprend pas. Et dans ce cas-là, il apparaît naturellement cette possibilité d'envisager que notre conscience rejoint notre âme et que nous fabriquons petit à petit un être polymorphique qui peut avoir toutes les personnalités qu'il désire, etc., etc. Et qu'est-ce qui nous permet de penser que c'est réel? C'est la théorie de l'univers cyclique. Alors, je peux pas parler de tout. La théorie de l'univers cyclique, à nouveau proposée par le physicien Roger Penrose, c'est quelque chose qui pourrait expliquer jusqu'au mécanisme même de l'évolution. Parce que si nous avons cette fois-ci une âme qui est capable de percevoir donc la totalité de l'espace-temps, et non seulement notre expérience propre, à travers toute la mémoire de multiples vies, on peut comprendre le mécanisme de l'évolution à condition qu'il soit cyclique, et en physique, il y a de nombreux
aspects, le fait qu'on ne soit pas capable d'expliquer l'évolution de la vie, il y a de nombreux aspects qui nous invitent à considérer la présence de cycles à toutes les échelles, qui feraient intervenir au niveau des échelles les plus élevées le recyclage d'informations dans les trous noirs et via dans le futur par l'intermédiaire des trous blancs, et aussi aux échelles les plus basses, l'existence de trous de verre qui pourraient jouer exactement le même rôle de recyclage de l'information. Voilà, mais là je vais terminer. Je donne juste des perspectives. Donc imaginez que vous avez un soi, une âme là, cette fois-ci, une âme qui est consciente et qui est capable de visiter consciemment cette fois-ci toutes vos potentialités. D'ailleurs, c'est elle qui générerait l'empreinte du soi, justement. Et si vous vous connectez à cette âme, puisqu'elle a les mêmes vibrations que vous, donc vous pouvez vous connecter, ça correspondrait à l'ouverture d'un trou dans l'espace, d'un trou de verre, qui correspond au transfert d'une vibration. Donc si vous recevez cette vibration, vous acquérez cette vibration qui vient de votre âme. Cette vibration contient une adresse de destination, contient l'archétype d'un nouveau futur potentiel. Tout peut être transcrit en signal, hein, tout peut être transcrit en vibration. Et à ce moment-là, elle vous donne l'accès à ce nouveau futur. Et pour peu que vous acquérez l'information et que vous ayez le coup de tampon de la joie qui vous permet de la faire sienne, qui vous permet de la faire vôtre, à ce moment-là, il en germe une intention et la foi qui l'accompagne, qui a été validée par votre âme. C'est-à-dire que vous avez reçu une information sur le fait qu'il existait réellement dans votre vie future une potentialité qui correspond à la vibration que vous venez de capter. Et là, c'est une information absolument cruciale, puisque vous n'êtes plus dans le cas d'un cerveau qui se demande si, ou d'une conscience conditionnée qui se demande si tel futur dont il rêve pourrait être réel. Non, vous êtes dans le cas d'une information qui vous est donnée que tel futur qu'on vous fait ressentir est réel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous conservez en vous cette vibration, parce que c'est quand même vous les créateurs de votre réalité, si vous conservez en vous cette vibration, vous allez adresser et donc donner de la probabilité, donner de l'énergie à cette nouvelle potentialité, et ça va immanquablement générer les hasards, les opportunités, le kéros, qui vont vous permettre d'arriver à destination, et c'est ça qui explique toute la magie de la vie. Voilà, je vous remercie. Oui, je vous vois. Merci beaucoup, mon temps. Voilà. Alors, dans la Bible, il est écrit « tu ne jugeras point ». Et je me demandais par rapport à ça, imaginons que quelqu'un me ment, et moi je constate, ah, c'est un menteur, il m'a menti, j'écris dans mon journal, cette personne m'a menti. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait mentir? Le fait de le juger par après, est-ce que c'est moi finalement? Non, voilà. Non, parce que vous n'êtes pas capable d'agir sur la ligne de temps de quelqu'un d'autre. Oui, ça vient d'Erwin Laszlo, qui a introduit l'idée d'un champ akashique. Champ akashique qu'on peut relier soit directement au vide quantique, parce que le vide, il est quantique. Le vide est composé d'informations infinitésimales, et à ce niveau, à tous les niveaux où l'espace-temps n'est pas encore construit, donc le vide, tout est quantique. C'est-à-dire ce n'est pas encore déterminé. D'une part, on peut d'autre part relier le champ akashique à l'espace-temps lui-même, et donc à cette mémoire qui configure l'univers, l'espace-temps, et dont je vous ai proposé d'interpréter comme étant le fait que tout est conscience, pour éviter de faire appel à la théorie de la simulation qui n'explique rien du tout. Et puis un troisième type de champ akashique ou d'akasha, où là, là on part dans l'imaginaire, hein, dans l'imaginal d'ailleurs, dans l'au-delà, et là il y aurait un intérêt à conserver tout ce qui a été vécu d'intéressant dans des grandes bibliothèques.
qu'on peut consulter, parce que ça doit être quand même assez ennuyeux de vivre éternellement dans l'au-delà, donc il vaut mieux avoir de la lecture. Je plaisante un peu. Et donc voilà, il y aurait ces trois types de champs akashiques. Le dernier type correspondant à la volonté de mémoriser tout ce qui est de l'ordre de l'ancien futur, de l'ancien passé. Le type intermédiaire qui consiste à mémoriser tout ce qui est actuellement, présentement créé dans le futur et dans le passé, donc qui serait lié à la conscience. Et le type de mémoire qui serait intrinsèquement, qui composerait intrinsèquement qui serait la structure du vide, où là, c'est le tout possible et pas forcément réalisé. Voilà. Même sans observatoire, il ne pourrait même pas y avoir de décohérence, donc il ne pourrait même pas y avoir de réalité. Il ne subsisterait qu'un monde quantique qu'on pourrait relier à l'au-delà si on veut, mais il n'y aurait pas de réalité physique. La réalité physique, les réalités physiques sont des constructions collectives faites par des observateurs. Ce qui ne veut pas dire que on choisit ce qui arrive lorsqu'on observe, parce que tout ça a besoin d'être cohérent. Et par contre, j'aime bien prendre l'image du sablier. Ce qui arrive a besoin d'être préparé en amont. En haut du sablier, vous mettez du sable, et puis le sablier, il fait descendre. Imaginez que dans votre sablier, il y ait plein de lignes de temps, et qu'en haut du sablier, il y ait juste des archétypes événementiels. Tout ça, ça descend, et puis il n'y a qu'une seule réalité qui débarque. Donc si vous voulez jouer sur ce qui va arriver, ce qui arrive, en observant, ok, vous obligez la réalité à se manifester d'une manière unique, mais ce que vous allez vivre a déjà été préparé en amont dans le futur. Bon, il y a des cas particuliers où vous pourriez l'avoir préparé en amont, mais si tout est prêt, ça peut aller très vite. On pourrait même dire que, d'une certaine manière, certains phénomènes paranormaux sont des cas particuliers où ce qui est manifesté émerge directement de la conscience, parce que c'est un cas particulier du fait que la conscience agit, mais la conscience agit généralement dans le futur. Dans le futur, d'autant plus lointain qu'on est conditionné. Donc si on est conditionné, nos états de conscience agissent dans le futur, mais pour peu qu'ils soient nouveaux, ça descend jamais, parce qu'on ne les sollicite pas, ou alors tout simplement on est en train d'activer un futur déjà existant. L'important, c'est de sortir du conditionnement, lâcher prise, détachement et confiance. Ce sont les trois mots-clés qui sont des efforts. Ça demande des efforts de lâcher prise, d'avoir confiance, de se détacher. Et là, vous pouvez commencer à agir sur votre futur. Donc il faut se déconditionner, aller dans la nature, faire de la randonnée, et il émerge de nouvelles idées. Alors bien sûr, parfois ce sont des idées qui ont déjà longuement maturé dans votre cerveau, donc ça viendrait du cerveau, mais parfois ce sont des idées nouvelles. Et là, vous avez un nouveau futur, un eureka, qui vient valider une nouvelle potentialité, et là, ça peut ensuite générer des synchronicités qui vont vous aider dans votre travail créatif, parce que tout travail créatif est basé sur cette capacité de la conscience à créer du nouveau en se déconditionnant. Là, on passe sur le registre du collectif. Donc, nous, population terrestre, nous sommes également, évidemment, en train de créer notre futur collectif. Nous avons une conscience collective avec un gros conditionnement issu de tous nos systèmes de croyances. Et donc, ça n'est pas du tout évident, a priori, de construire un nouveau futur. Sauf que, dans mon livre Le grand virage de l'humanité, j'ai décrit le processus qui avait lieu en ce moment même, depuis les années Covid, et qui résultait du fait que l'humanité a enfin réussi à activer un nouveau futur.
et que ceci a engendré une résistance de l'ancien futur qui était transhumaniste, et qui se traduit par des échecs répétés de tout ce qui veut nous conduire vers ce système de contrôle généralisé. Et donc ce ne sont que des bonnes nouvelles que nous vivons depuis des années, qui sont apparemment terribles. Mais de toute façon, il est normal de passer par un effondrement, d'avoir à traverser un abîme. Annick de Souvenel l'a très bien décrit, avant d'aller vers l'homme nouveau. Donc il y a la résistance de l'ancien futur, et nous sommes suffisamment nombreux sur la planète pour que ça ne tarde pas trop. Voilà, mais bon, c'est pour vous redonner un peu d'optimisme. Enfin, moi, je suis chargé d'optimisme, j'en ai à revendre. Hein, donc. Alors, bon, ben, moi, ma compréhension de la notion d'épaisseur de temps vient de mes réflexions sur les ovnis, en fait. Ça a été ça qui a fait qui a fait venir tout le reste. Mais aussi parce que dans certains témoignages, prenez Pierre Jovanovic dans Traité sur l'existence des anges gardiens, il fait état de son expérience personnelle où, à un moment donné, il est sur une autoroute et puis il reçoit une balle perdue qui fait éclater le pare-brise, et il a le réflexe et il a l'impression que le temps s'est ralenti subitement parce qu'il voit la balle arriver sur lui. Et il a le temps de tourner la tête, un peu comme Trump. il a le temps de tourner la tête pour voilà. Et donc il décrit ça comme son ange qui est venu le sauver. Enfin bon, c'est pas. Disons que ce soit par un entraînement intensif, des états de méditation, ou simplement sans explication autre qu'une intervention divine ou je ne sais quoi. En tout cas, ce phénomène existe. Ce phénomène existe. Chacun d'entre nous peut l'avoir vécu à sa manière, peut-être pas aussi flagrante, mais la science devrait s'intéresser à ce phénomène, sauf que c'est comme d'habitude, c'est difficilement reproductible. Mais je pense que la CIA a fait ça, hein, largement. Monroe a fait ça, donc voilà. Ben, l'enthousiasme, c'est une vibration créative. Ça fait partie des. Alors il y a deux types de vibrations, de structures vibratoires. Il y a celles qui sont conditionnées par le cerveau. En général, c'est toutes les émotions négatives, et celles que le cerveau ne peut pas produire et qui, au contraire, conditionnent le cerveau. Hein. Le cerveau, il est entre les deux. Hein. Allez voir les étages dans la Kabbale, allez voir les étages dans les chakras, les étages dans. Tu vois, tout le monde dit la même chose. Le cerveau, il est entre. D'ailleurs, Spinoza lui-même le disait. Hein, les émotions comme la joie, elles sont transcendantes. Le cerveau ne peut pas produire la joie. Sinon, ce serait cool. Mais ce serait nul. Ça serait pas créatif. S'il s'agit. Bon. On a justement, d'ailleurs, la seule manière de produire la joie, c'est de se connecter à son âme, c'est de se connecter à Dieu, à tout ce qu'on veut, etc. Et donc ça, ce sont des émotions qui nous gouvernent. L'amour et la joie nous gouvernent. Voilà. Et donc il s'agit de retrouver ça avec toutes les déclinaisons qui passent par l'enthousiasme, la passion, etc. Mais le cerveau, lui, est producteur d'émotions négatives. Voilà. Ou alors de fausses émotions positives, mais qui sont pas très saines d'un point de vue vibratoire. Donc il faut jamais oublier que le cerveau, il est conditionné par ses propres émotions, mais qu'il y a un certain type d'émotions que sont la joie, l'amour, les émotions transcendantes, qui sont libératrices et créatives. C'est la raison pour laquelle il faudrait. Bon, la pensée positive est importante, sauf que, attention avec la pensée positive, ça peut être une illusion. On peut être dans une pensée positive, mais qui va être finalement neutre d'un point de vue émotionnel et qui ne va pas transporter des vibrations créatives, et qui peuvent, de la pensée positive peut même transporter des vibrations conditionnantes, donc créées par le cerveau. Ça peut être une illusion. Et ça, c'est quand c'est le mental qui essaye de produire ça. Le mental ne peut pas produire
d'émotions transcendantes. Il est gouverné. Le cerveau gauche est gouverné par le cerveau droit. Le cerveau droit est directement relié à notre conscience créatrice. C'est lui qui contient, parce que le cerveau droit, quand on dit le cerveau droit, hémisphère droit, bien sûr, c'est pas tout à fait ça, hein, ce sont des fonctionnalités, pas forcément à droite ni à gauche, mais c'est le cerveau droit est fait pour commander, le cerveau gauche est fait pour contrôler. On devrait logiquement, il faut faire attention à l'IA à cause de ça. Parce que l'intelligence artificielle ne devrait jamais accéder au choix. D'ailleurs, si vous avez commencé à utiliser des IA comme ChatGPT, etc., vous avez dû remarquer que l'IA, c'est quelque chose qui vous donne toujours différentes possibilités, puis si elle vous donne une possibilité, elle est capable de la changer complètement en fonction de ce que vous allez rentrer comme nouvelle information. Une IA ne peut pas décider de ce qui est vrai, elle ne peut pas décider de ce qui est juste, elle ne peut pas remplacer un choix. Les vrais choix sont d'ordre vibratoire, c'est-à-dire émotionnel. Émotionnel positif, émotionnel créatif. Et donc, ne déléguez jamais rien aux IA. Apprenez des choses grâce aux IA, c'est fantastique, mais ne déléguez jamais la moindre décision à une IA. L'humanité va être confrontée cette année et dans les années qui viennent à des choses très graves du fait qu'on va avoir tendance à déléguer des décisions à des IA. C'est une très grave erreur. Ça sera parce que il est tout à fait possible de manipuler par derrière une IA pour l'amener à prendre un certain type de décision qui vont nous ramener vers un système de contrôle. Donc attention, ça c'est très très important. Alors le passé tout comme le futur sont actuels, sont simultanés. Ils sont actuels, ils ne sont pas passés, ils sont toujours là. Ils sont contenus dans la mémoire, la conscience de l'univers, tout ce que vous voulez. Là, tout simplement engendré par la causalité qui fonctionne dans les deux sens du temps. Et le passé peut être insuffisamment configuré. Il peut ne pas être configuré. Et dans ce cas-là, on peut configurer le passé dans le présent. Ça, c'est de la science. Enfin, reconnue, même si c'est discuté. Maintenant, moi je pense, mais je ne l'ai pas encore publié, je pense que le passé peut se déconfigurer. Parce que au fur et à mesure où le passé s'éloigne du présent, puisque le présent va vers le futur, il y a une perte d'information qui fait que certains événements qui étaient des passages obligés dans le passé ne le sont plus, du point de vue de la causalité. Mais si la conscience du présent a un souvenir du passé qui n'a plus besoin d'exister, elle peut faire un travail sur elle-même pour enlever ce passé de sa conscience, guérison d'un trauma.